Si vous voulez, le mollusque universel, on peut, à l'échelle intermédiaire, voir s'il a des cornes, des creux, des bosses, etc. Mais on prend du recul et on le regarde de loin. Et on se pose la question sur la forme globale de ce mollusque. Est-ce que c'est un escargot, une limace, un calmar, enfin je ne sais quoi. Ce sont évidemment des métaphores. Et donc, l'espace peut apparaître extrêmement différent lorsqu'on le regarde avec de très très loin. Et donc c'est une nouvelle discipline qui est née il y a seulement quelques années, qui s'appelle la topologie cosmique. Donc les trous noirs dont je vais commencer par vous parler concernent plutôt cette partie-là, et je finirai sur la topologie cosmique et les univers chiffonnés pour parler de considérations sur la forme globale de l'espace. Alors si l'on peut parler de forme d'espace, c'est parce qu'en fait on a quitté le cadre utilisé pendant plus d'un siècle de description de la physique, qui était le cadre de l'espace newtonien, dont vous voyez ici une vue d'artiste en quelque sorte, qui est un cadre d'espace et de temps fixé une fois pour toutes, parcouru, donc qui est plat, qui n'a pas de courbure, qui est parcouru par des rayons lumineux qui tissent à la trame de l'espace et du temps, et ces rayons lumineux filent en ligne droite et tissent une sorte de grand système de coordonnées cartésiens rectilignes. À l'intérieur de ce réseau universel, il y a des corps célestes, par exemple, qui obéissent aux lois de la mécanique céleste, et pour expliquer la nature courbe des trajectoires, par exemple les ellipses suivies par les planètes autour du Soleil, il faut forcément faire intervenir une force qui va dévier les trajectoires des corps massifs par rapport aux lignes naturelles, aux pentes naturelles de l'espace, qui sont des droites. Dans la conception relativiste, donc essentiellement la théorie de la relativité générale d'Einstein, 1915, eh bien on a au contraire un espace et un temps couplés, premièrement, ils ne sont pas distincts, ils sont couplés, mais ils sont couplés aussi avec la matière. Et la matière va conférer, localement tout au moins, une forme à l'espace et au temps. Et on a donc une nouvelle entité, espace-temps, à 4 dimensions, qui est une entité à la fois souple, élastique et dynamique, c'est-à-dire qui va évoluer au gré du temps, au gré des mouvements des corps massifs qui s'y trouvent, parce que ces corps massifs vont non seulement engendrer de la courbure, s'ils se déplacent, ils vont déplacer la courbure, et la courbure qui se déplace va engendrer des ondulations de courbure que l'on appelle des ondes gravitationnelles. Alors pour donner un petit peu plus de chair, ou plus exactement plus de visualisation à ce tissu élastique de l'espace, je vous ai apporté ici un petit morceau d'espace-temps élastique que je réduis pour le besoin évidemment de la visualisation à 2 dimensions. Donc comme toute métaphore et toute analogie a ses limites, il ne faut pas imaginer que l'espace qui est au-dessus et au-dessous a une quelconque pertinence dans ma démonstration. On s'en tient uniquement à des êtres bidimensionnels qui vivraient sur cette surface. Donc, comme je vous le disais, dans la conception newtonienne ancienne, on a un cadre rigide tissé par les trajectoires de rayons lumineux, si bien que si je veux expliquer le fait que, si j'ai une étoile là, par exemple, mon étoile que je pose au milieu du système solaire, on n'affecte pas le cadre élastique de l'espace-temps. Et donc, si j'ai une petite planète, enfin elle est assez grosse celle-là, vous remarquerez, c'est plutôt un Jupiter, pour expliquer que ma planète tourne autour du Soleil selon une ellipse, je suis obligé d'invoquer une force d'attraction universelle qui va retenir cette bille et l'empêcher de suivre les pentes naturelles qui sont des droites. La vision einsteinienne est tout à fait différente. Vous voyez en fait le changement de paradigme admirablement simple, à première vue, c'est un petit peu plus compliqué quand on passe aux équations, c'est qu'en fait, eh bien, la réalité est plus proche de cela, c'est-à-dire que tout corps massif engendre autour de lui, dans le tissu qui devient élastique de l'espace et du temps, une courbure qui peut se visualiser par les trajectoires des rayons lumineux au voisinage de cette masse. Et pour expliquer la trajectoire d'une planète, eh bien, en fait, on fait un calcul et on trouve que la planète n'est soumise à aucune force de gravitation. Elle épouse naturellement la forme incurvée de l'espace. Elle suit des droites dans un espace courbe. Les rayons lumineux font de même. Bon, un petit peu tout le contenu, enfin une bonne partie du contenu de la relativité générale se trouve dans cette analogie du tissu élastique. Alors donc, on voit déjà apparaître la notion de forme au voisinage des corps massifs, et quand on va passer à l'échelle de la cosmologie et à l'univers dans son ensemble, il faudra visualiser